Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour poursuivre le chapitre 7 sur les diviseurs, les multiples et les nombres premiers. Donc pour aujourd'hui vous aviez 3 exercices à faire, on va les corriger et après on va continuer le cours tranquillement. Donc exercice 1. Écrire la liste des diviseurs positifs du nombre 48. Donc ça c'est un exercice très simple, j'espère que vous l'avez fait. Je vous l'ai déjà donné en activité, vous aviez eu la correction, on a déjà eu un exercice de cours, vous aviez eu la correction aussi. Ok. Donc la liste des diviseurs. Comment est-ce qu'on procède pour ça? J'avais dit, on procède de cette manière, on écrit 48 est égal à un nombre fois un autre nombre, et on essaie de faire ça de manière croissante. C'est-à-dire, on commence par le plus petit possible, c'est-à-dire 1 fois 48. 1, c'est le diviseur le plus petit possible de 48. D'accord? Pourquoi c'est un diviseur? Par définition, parce qu'on a 48 est égal à 1 fois un autre nombre, qui est entier. D'accord? Donc, du coup, c'est ça la définition d'un diviseur. Maintenant, on écrit 48 est égal à 2 fois quelque chose. Est-ce que c'est divisible par 2? Oui, car 48, car le nombre 48 se termine par 8 et 8 est divisible par 2. Donc, on a 48 qui vaut 2 fois 24. Maintenant, est-ce qu'on peut écrire 48 est égal à 3 fois quelque chose? Oui, 48 est bien divisible par 3, car 4 plus 8 ça fait 12, et 12 est divisible par 3. On a 48 qui vaut 3 fois 16. Est-ce que 48 est divisible par 4? Oui, toujours. On a 48 qui vaut 4 fois 12. Est-ce que 48 est divisible par 5? Non, car les nombres divisibles par 5 ont pour chiffre des unités 0 ou 5. Ce n'est pas le cas ici. Est-ce qu'il est divisible par 6? Oui, 48 c'est 6 fois 8. Est-ce qu'il est divisible par 7? Non. En fait, vous savez déjà que 7 fois 7 ça fait 49, 7 fois 6 ça fait 42, donc vous ne trouverez pas 7 fois un nombre entier qui donne 48. Le prochain c'est 8. 8 est bien un diviseur de 48, mais en fait j'ai déjà écrit cette égalité qui le prouve. D'accord? J'ai déjà 48 qui vaut 8 fois 6, donc je ne vais pas la réécrire. Donc là j'ai fini mon exercice. On en déduit donc que la liste des diviseurs positifs de 48, ça va être 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 et 48. D'accord? Très bien. Maintenant l'exercice 2, toujours sur les diviseurs. Oh, j'ai fait une vilaine erreur là. Il y a des S ici, hein, pour corriger. Écrire la liste de tous les diviseurs de 72, puis de 84. Donc on procède comme précédemment. 72, on commence 1 fois 72, très simple. Ensuite, est-ce que c'est divisible par 2? Oui, ça fait 2 fois 36. Est-ce que c'est divisible par 3? Oui, car 7 plus 2, ça fait 9, et que 9 est divisible par 3. Très bien. Est-ce que c'est divisible par 4? Oui, ça fait 4 fois 18. Est-ce que c'est divisible par 5? Non, car 2 n'est ni 0 ni 5, donc c'est pas le cas. Est-ce que c'est divisible par 6? Oui, 6 fois 12. Est-ce que c'est divisible par 7? Non, car 7 fois 10, ça fait 70. 7 fois 11, ça fait 77. Donc vous ne trouverez pas un nombre entier euh, multiplié par 7 qui donne 72. Est-ce que c'est divisible par 8? Oui, ça va faire 8 fois 9. Ça, c'est votre table de multiplication. D'accord? Et ensuite, est-ce que c'est divisible par 9? Oui, parce qu'en fait, je l'ai déjà écrit là. Vous voyez? J'ai écrit 72 est égal à 9 fois un autre nombre entier, ce qui est la définition de diviseur. Donc du coup, j'ai pas besoin de le réécrire. Et dans ce cas-là, j'ai terminé la liste des diviseurs de 72. Les diviseurs positifs de 72, ça va être 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72. On fait pareil pour 84. D'accord, est-ce que c'est divisé par 4? Oui. Est-ce que c'est divisé par 5? Non. Est-ce que c'est divisé par 6? Oui. Est-ce que c'est divisé par 7? Oui. Très bien. Alors comment je fais ça? Ça après c'est de l'habitude pour calculer rapidement les diviseurs, d'accord? Bon, 1 c'est évident, 2 vous avez une méthode, 3 vous avez une méthode. Comment je fais pour savoir si c'est divisible par 4? Ben, soit vous testez, vous posez la multiplication ou quelque chose comme ça, soit en fait ce que vous pouvez faire c'est, vous voyez ici 84 est égal à 2 fois 42, et dire que 84 est divisible par 4, en fait c'est la même chose que dire que 42 est divisible par 2.
parce que ça vous ferait écrire 2 fois 2 fois un nombre, c'est-à-dire 4 fois un nombre. Et comme je vois que 42 est divisible par 2, alors je vais savoir directement que 84 est divisible par 4. D'accord? Comment je fais pour savoir que 84 est divisible par 6? Parce qu'en fait, il est divisible par 2 et par 3. Et comme 2 et 3 sont des nombres premiers, il existe une propriété qui dit que 2 fois 3, c'est-à-dire 6, est un diviseur de 84. Donc ça, c'est des trucs plus compliqués que vous n'apprendrez pas forcément cette année. Mais ça explique pourquoi j'arrive à aller aussi vite. Sinon, plus simplement, vous posez vos calculs. Vous voyez si votre division euclidienne donne un reste qui est nul. Ou alors, vous utilisez la calculatrice. Mais je préfère toujours la possibilité sans calculatrice. C'est toujours plus intéressant. D'accord? Donc du coup, on n'avait plus de diviseurs. Et donc notre liste des diviseurs, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84. Pourquoi est-ce qu'on s'est embêté à faire ça? Bon, là, pour le coup, il y avait une petite raison. Puisqu'il y a une question finale qui est quel est le plus grand diviseur commun, ce qu'on appelle en fait le PGCD, peut-être que vous l'avez déjà vu les années précédentes, de 72 et 84. Alors, on a vu que tous les diviseurs de 72 ils sont là, tous les diviseurs de 84 ils sont là, donc le PGCD c'est le plus grand des diviseurs qui est commun, et le plus grand diviseur commun de ces deux nombres c'est 12. D'accord? Donc pour répondre à cette question, comment vous faites? Vous regardez les deux listes, vous récupérez tous les nombres qui apparaissent dans les deux listes à la fois, et ensuite vous prenez le plus grand. Dans ce cas-là, c'est 12. D'accord? On appelle ça le PGCD. Exercice 3. Donc cette fois-ci, on parle plus de diviseur, mais de multiples. Multiples, c'est encore plus simple que diviseur. En tout cas, pour les déterminer, c'est encore plus simple. Donc, on va vous demander de déterminer les multiples de 15 et de 24 qui sont inférieurs à 200. Car rappelons-le, je l'ai dit la dernière fois en cours, en fait il existe une infinité de multiples. Donc je ne peux pas vous dire écrire la liste des multiples de machin, puisqu'il en existe une infinité. Donc je suis obligé de vous donner une limite, plus petit que 200. Donc les multiples de 15 inférieurs à 200, ça va être, le premier c'est 15, 15 fois 1, le deuxième c'est 15 fois 2, c'est-à-dire 30, puis 15 fois 3, puis 15 fois 4, etc. jusqu'à 200. Donc c'est très simple, vous voyez. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Juste, vous savez, vous connaissez la définition de multiples et vous l'utilisez. Donc, les multiples de 15, c'est les nombres qui vont s'écrire. euh, Donc, ici, désolé, ici, sous-entendu, c'est les multiples positifs de 15. Je ne l'ai pas écrit, mais c'est sous-entendu, hein, parce que des multiples euh, négatifs, il en existerait une infinité aussi. Donc là, c'est le positif. Donc, c'est tous les nombres qui s'écrivent 15 fois k, où k est un entier positif. D'accord? Donc, techniquement, techniquement 0 en serait 1 aussi, mais je ne l'ai pas noté parce qu'il n'est pas très intéressant. Donc 15 fois 1, 15 fois 2, 15 fois 3, etc. Je fais pareil pour 24. 24 fois 1, 24 fois 2, 24 fois 3, etc. Et la question, la dernière question ici, c'est donnez-moi le plus petit multiple commun à 15 et 24. Donc je regarde tous les multiples qui sont communs à 15 et 24. Donc est-ce que 15 est un multiple commun? Non. Est-ce que 30 est un multiple commun? Non. 45, non. 60, non. 75, non. 90, non. 105, non. 120, oui. Ah, 120, il apparaît à la fois dans cette liste-là et dans cette liste-là. Est-ce que 135 apparaît dans les deux listes? Non. 150, non. 165, non. 180, non. 195, non. Bon, si on continue, si on allait au-delà de 200, on en trouverait d'autres qui seraient communs aux deux listes. Bon, dans ce cas-là, le seul qui est commun aux deux listes, c'est 120, donc nécessairement, c'est le plus petit. D'accord? Et ça, on appelle ça le PPCM, le plus petit commun multiple. D'accord? Donc, on a fini sur la correction des exercices. Maintenant, on va continuer le cours sur le chapitre 7. Donc, vous revenez sur le cours. On venait de donner une définition et des exemples. Et un petit exemple. Enfin, un exercice côté cours. Maintenant, on va voir une petite propriété qui est au programme, dont la démonstration est au programme. Donc, je prends un nombre B qui est un nombre entier naturel, c'est-à-dire un entier positif. Je dis quoi? Je dis que la somme de deux multiples du nombre B
est encore un multiple de B. Donc, prenons un exemple. Là, je ne l'ai pas noté sur le polycopier, là, mais vous pouvez l'écrire si vous voulez. Prenons un exemple. Je prends un nombre B, disons 3. Je prends un multiple de 3, donc disons 6. Et un autre multiple de 3, disons 9. Donc j'ai mes deux multiples de 3, 6 et 9. Je les somme. 6 plus 9, ça fait 15. Est-ce que 15 est encore un multiple de 3? Cette propriété me dit que oui. La somme de deux multiples est encore un multiple. Et effectivement, ça rend compte rapidement, 15 est bien un multiple de 3, car 15 est égal à 3 fois 5. D'accord? Donc, ce que je viens de vous donner là, c'est un exemple, c'est-à-dire un cas particulier. J'ai pris B qui valait 3 et j'ai pris deux multiples très particuliers. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le démontrer. Quand on démontre quelque chose en mathématiques, on le fait, enfin, on démontre un cas général, pour dire qu'en fait, ça va fonctionner dans tous les cas. Comment est-ce qu'on fait ça en mathématiques? On va modéliser les nombres par des lettres. Ces lettres-là pourront en fait être remplacées par n'importe quel nombre. C'est pour ça que c'est très puissant une démonstration en mathématiques. Je prends une lettre qui représentera n'importe quel nombre, d'accord? Donc, je prends un nombre B, qui est un nombre qui est un entier naturel, et je prends deux multiples de B. Ces deux multiples, je vais les appeler A et A'. Et je vais vouloir démontrer que A plus A' est aussi un multiple de B. Pour ça, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de connaître parfaitement la définition de multiple de B. Alors, on va faire petite machine arrière, c'est écrit ici. A est un multiple de B, signifie qu'il existe un nombre K, un entier relatif, tel que A va s'écrire K fois B. D'accord? Ça, c'est très important de le connaître. Donc ici, A et A' sont des multiples. Donc en fait, par définition, il va exister deux nombres K et K', des entiers relatifs, tels que A va valoir K fois B, et A' va valoir K' fois B. Ça, c'est exactement la définition que je viens de vous donner. Vous êtes d'accord? Bon. Moi, ce à quoi je m'intéresse, c'est A plus A'. Alors, voyons voir. A plus A', c'est quoi? Bon, je vais me servir des deux égalités que je viens de créer en utilisant la définition de ce que c'est qu'un multiple. Donc, je remplace A par KB et A' par K'B. Bon, très bien. J'ai A plus A' qui vaut KB plus K'B. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Alors, en général, normalement, j'espère que maintenant que vous avez ce réflexe-là, quand vous voyez ce genre de choses, vous vous dites, ah, peut-être que je pourrais factoriser. J'ai une somme, j'ai deux termes, et dans ces deux termes, j'ai un B qui apparaît. Donc, vous factorisez. Et vous factorisez comment? Vous factorisez comme ça, c'est-à-dire K plus K' entre parenthèses fois B. Alors, est-ce que vous serez capable de conclure des démonstrations maintenant? Vous avez A plus A' qui est égal à K plus K' entre parenthèses fois B. Rappelons ce que c'est que de dire que A plus A' serait un multiple de B. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on pourrait écrire A plus A' est égal à un nombre relatif fois B. Mais c'est exactement le cas ici, puisqu'en fait, K plus K', c'est un nombre relatif, car K et K' sont des nombres relatifs, donc K plus K' est encore un entier relatif. Donc, en utilisant la définition, j'ai en fait démontré là maintenant que A plus A' était bien un multiple de B. Donc ce genre de démonstrations sont, je vous le dis, très simples, très basiques, il suffit de connaître une démonstration. Par contre, il est évident que comme c'est une méthode de raisonnement que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, que c'est quelque chose qui ne doit pas vous paraître très simple. Raisonner avec des lettres, avec plein de lettres. Ici, si je compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 lettres différentes. Donc c'est pas évident. Mais dans le fond, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé la définition de ce qu'est un multiple. Donc essayez de vous familiariser au maximum avec ce genre de raisonnement, ça vous sera utile plus tard. Encore plus si vous partez en première générale.
D'accord? En première générale et en terminale générale, vous serez souvent confronté à démonstration, et encore plus dans le supérieur. Alors là, dans le supérieur, vous démontrerez tout. D'accord? Allez, on poursuit le cours. Donc, maintenant, vous pouvez noter petit 2, nombre pair et nombre impair. D'accord? Nombre pair et nombre impair. Donc, les nombres pairs et les nombres impairs, normalement, vous savez ce que c'est. Si je vous demande de me citer des nombres pairs, vous arriverez tous sans problème à me citer des nombres. 2, 4, 6, 18, 24, 495, 15 292. Et des nombres impairs pareils. 13, 27, 747, etc. Ce que vous me direz, pour définir un nombre pair, peut-être la plupart d'entre vous, c'est un nombre pair, c'est un nombre dont le dernier chiffre c'est 0, 2, 4, 6 ou 8. Et un nombre impair, c'est un nombre dont le dernier chiffre, c'est le chiffre des unités, c'est 1, 3, 5, 7 ou 9. Ce qui est vrai. Mais nous, en mathématiques, ça va pas, ça va pas être cette définition qu'on va privilégier. On va en utiliser une autre, plus générale, avec des lettres qu'on va voir maintenant. Alors, comment on définit les nombres pairs? Les nombres en paires, en fait, on va les définir comme les nombres qui sont divisibles par 2. Les nombres relatifs qui sont divisibles par 2. Et divisible par 2, comme on a pu le voir tout au début du cours, c'est ça. C'est les nombres qui peuvent s'écrire n est égal à 2 fois k, où k est un entier relatif. D'accord? Et les nombres impairs, ça va être les nombres qui ne sont pas divisibles par 2. Et en fait, là, ça va être du coup les nombres qui s'écrivent n est égal à 2k plus 1, où k est un entier relatif. Donc c'est peut-être la première fois que vous voyez la définition des nombres pairs et des nombres impairs sous cette forme-là. Donc, pour vous habituer un petit peu, je vous donne un petit exercice et je vous demande de me justifier que 24 et 196 sont pairs et 95 et 47 sont impairs, mais j'ai envie que vous utilisiez cette définition-là. Alors, je vous laisse le temps, enfin en tout cas mettez sur pause pour essayer de faire cet exercice, et maintenant on va le corriger. Alors, je rappelle, on dit que nombre est pair, un nombre n est pair lorsqu'on peut l'écrire n est égal à 2 fois k, un entier relatif, c'est-à-dire 2 fois un nombre relatif. Alors, oups, je vais montrer la réponse, bon, c'était facile. En fait, pour justifier que 24 est pair, il suffit d'écrire du coup 2 fois quelque chose, c'est-à-dire 2 fois 12. Donc, 24 est pair. Pareil pour 196, il faut écrire 2 fois quelque chose. Et ce quelque chose est un nombre relatif, bien sûr. Donc 196, c'est 2 fois 98. Donc 196 est pair. Maintenant 95. C'est un nombre impair, clairement, car 5, car le chiffre des unités est 5. Mais j'ai envie d'utiliser ma définition. C'est-à-dire, j'ai envie d'écrire 95 comme 2 fois un entier relatif plus 1. Alors comment vous faites ça? J'espère que si vous êtes concentré un petit peu, vous allez rapidement vous rendre compte que c'est 2 fois 47 plus 1. 2 fois 47, ça fait 94, qui est un nombre pair. Et à 94, je rajoute 1, j'obtiens 95. Donc c'est un nombre impair. Et pareil pour 47. 47, c'est 2 fois 23 plus 1, donc c'est bien un nombre impair. Maintenant qu'on a fait ça, on va retourner côté exercice pour faire un petit exercice et après ce sera la fin du cours. Nous voici retournés côté exercice pour faire l'exercice 4 ensemble. Alors, c'est un exercice sur la parité. Donc la parité, on a déjà vu ça quand on avait étudié les fonctions paires ou impaires. Quand je vous demande de déterminer la parité de nombres, c'est en gros, dites-moi s'il est pair ou s'il est impair. De la même manière que quand je vous demandais de déterminer la parité d'une fonction, ça voulait dire que la fonction était paire ou impaire. Et vous deviez me le dire. Ou aucune des deux, parce que les fonctions peuvent être aussi aucune des deux. Ce qui n'est pas le cas là, ce qui n'est pas le cas pour les nombres. Un nombre entier est soit pair, soit impair. Il ne peut pas être aucun des deux. Alors, on va faire cet exercice ensemble parce que c'est des exercices que vous n'avez pas l'habitude forcément de faire, puisque par exemple dans cet exercice, on a des lettres qui apparaissent, donc ça pourrait en bloquer plusieurs d'entre vous. Alors, soit n un nombre de z, c'est-à-dire un entier relatif. Déterminer la parité de 2n plus 2.
Alors, 2n plus 2, c'est un nombre qui va être donc soit pair, soit impair. Pour démontrer s'il est l'un ou l'autre, vous allez devoir vous servir de la définition qu'on a vue précédemment. Cette définition disait quoi? Que si un nombre était pair, alors on pouvait l'écrire deux fois quelque chose, deux fois un nombre entier, et s'il était impair, on pouvait l'écrire deux fois un nombre entier plus 1. Alors, c'est ce qu'on va devoir faire avec 2n plus 2. Voyons voir. On remarque quoi? On remarque que 2n plus 2, bon bien sûr je l'ai pas dit, mais mettez sur pause et faites-le tout seul. Essayez de le faire tout seul, prenez quelques minutes, 5-10 minutes pour le faire tout seul avant de regarder la correction. Alors, on remarque quoi? 2n plus 2. Là, comme j'ai dit précédemment, normalement quand vous voyez ça, la somme de euh, deux termes qui ont un facteur commun, vous avez envie de factoriser, ça doit devenir un réflexe. Vous voyez que le premier terme c'est 2 fois n et le deuxième terme c'est 2 fois 1. Le 1 est caché, mais il est là. Ce qui vous donne en fait, du coup, 2 fois n plus 1 entre parenthèses. D'accord? Et je note quoi? Je note 2 fois k. Pourquoi k? Il sort d'où ce k? En fait, j'ai posé k qui vaut n plus 1, pour simplifier, si vous voulez, le visuel, l'écriture. J'ai écrit là où k est égal à n plus 1. Donc j'ai réussi à écrire 2n plus 2 comme 2k, où k est bien entendu un entier relatif, car k c'est n plus 1, et que n est un entier relatif. Donc du coup, par définition, 2n plus 2 est pair. J'ai réussi, en utilisant la définition, à démontrer que 2n plus 2 était pair. Donc maintenant pour 4n plus 1. Bon, je vous donne un petit indice, je pense que vous en serez douté. 4n plus 1 est impair. D'accord? Donc essayez, si vous ne l'avez pas fait, essayez de démontrer que 4n plus 1 est impair, en utilisant la définition, c'est-à-dire en écrivant 2 fois un entier relatif plus 1. Là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a déjà le plus 1. Donc on pourrait se dire, le plus 1, on le laisse comme ça, et on essaie de se débrouiller pour écrire 4n comme 2 fois quelque chose. 2 fois un entier naturel. Donc là, c'est pas très dur, en fait, il suffit que j'écrive 2, il suffit que j'écrive 4 est égal à, en fait, 2 fois 2, et donc 4n est égal à 2 fois, entre parenthèses, 2n. D'accord? Je décide de poser 2n qui vaut k, et donc j'ai bien écrit 4n plus 1 comme 2 fois un entier relatif plus 1. Donc 4n plus 1 est bien un nombre impair. Donc comme j'ai dit précédemment, c'est vrai que c'est des définitions avec des lettres, c'est pas évident à prendre en main. Donc c'est une raison supplémentaire pour que vous travailliez encore plus, d'accord? Travaillez, étudiez bien votre cours, connaissez vos définitions, faites des exercices pour vous entraîner et ça se passera bien. Donc pour la prochaine fois, vous aurez deux exercices à faire sur les nombres pairs et impairs. Ce sera des exercices 5 et 6. Donc bon courage, travaillez bien. N'hésitez pas, surtout pas à me poser des questions. Et à la prochaine fois.